Sinon, c'est Mambo Number 5. Tu l'as pas vu, c'est une des meilleures scènes de Brooklyn Nine-Nine. Il a 5 suspects et tout. La meuf a dit ouais, il y en a un qui a tué mon frère et tout ça. Je dis c'est lequel? Je dis je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il chantait I Want It That Way de Backstreet Boys et tout. Il les fait chanter un par un et en fait l'autre il se met à chanter avec eux. Damn it, ouais. Maintenant tous ensemble et tout. Enfin, numéro 5, I never wanna. Et il chante et tout. Ta meuf elle est là. Côté dit c'est numéro 5. Et t'as pas vu qu'ils ont refait le clip? Pareil, à l'identique, genre 20 ans après. Des années plus tard, oui. Et tu vois qu'il n'y a pas que l'avion qui a grossi. Est-ce que vous wow. l'avez vu? Mais tu sais que c'est dans l'épisode, ça. Ils ont tabassé. Ah, ça a commencé là? Ça a commencé. Vous l'avez vu tabassé un frigo. Vous l'avez vu dans... je crois que c'est American... Non, c'est British... Britain's Got Talent ou un truc comme ça. Il y avait le Epic Sax Guy. Ah ouais? Oui. C'est vrai. Avec KSI. Et il n'y a que KSI qui saute. Et il est en mode, non, c'est pas possible, c'est pas lui. Les autres, ils comprennent pas. Et dès qu'il commence, tout le monde il fait ouais, tout, personne n'avait compris qui c'était. Ils avaient pas la ref. Je te jure. Oh, c'est tellement triste. Bon, en tout cas, hello, c'est Quentin. Cette semaine, au lieu de parler de Brooklyn Nine-Nine, on a d'autres choses à parler, puisqu'on va parler de Ferrari, qui dévoile sa toute première voiture électrique 100% électrique. Déjà, l'intro, elle avait pas de sens. On va vraiment commencer l'épisode comme ça, là. Bien sûr. Ce que les gens ils vont écouter, bien là. Sûr. Bah, super. Bah, pour ceux qui découvrent, merveilleux, hein, n'hésitez pas. Pardon, excuse-moi. Donc, oui, la fameuse nouvelle Ferrari 100% électrique, excuse-moi. Ouais, exactement. Qui a fait beaucoup parler d'elle, mais. C'est ça qui a déclenché une guerre chez les passionnés. J'ai jamais vu ça. Mais effectivement, on va en parler parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va aussi parler de l'armée qui recrute désormais les soldats de demain directement dans les jeux vidéo. Et de Sam Altman, pour ceux qui connaissent pas, c'est OpenAI, qui affirme que l'IA ne provoquera finalement pas l'apocalypse de l'emploi annoncé partout. On va bien évidemment vous décrypter tout ça, vous analyser l'actualité, parce que vous êtes sur la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design. J'en profite, n'oubliez pas de soutenir le podcast si vous avez envie en laissant vos petites 5 étoiles, en enregistrant vos questions aussi pour réagir au sujet qu'on aborde. Comment ça va, vous? Mais chaudement, hein. Moi, je sais pas toi, moi je suis fondant là. Moi, je suis gêné là. J'ai une poucave les Backstreet Boys. C'est vrai. Et en vrai, on a tous mangé des frigos. Hein. Quand on vieillit, on mange des frigos. C'est le principe de la vie. Mathieu, va leur dire. ne t'inquiète pas. Mais je les embrasse. Tout va bien, on est entre nous là. Parce que tell me why. Je pense que c'est le premier truc qu'il me dirait. Dis-moi pourquoi. Ça va vos actus, vous? Ben, moi, quand je l'ai vu, en fait, je savais pas quoi trouver, de quoi parler cette semaine parce qu'il y avait plein de trucs, mais très techniques. Tu as tout un tas de sujets. Et je voulais pas refaire encore un truc sur l'IA, bien qu'il y aurait énormément de choses à détailler. Et je suis tombé dans un espèce de rabbit hole sur les jeux vidéo et comment dire, le domaine du militaire appliqué aux jeux vidéo. Et ça m'a fumé de rire. Donc, c'est vachement intéressant et c'est en même temps très dystopique, je trouve. C'est vrai. Mais j'ai hâte, moi, de parler de la Ferrari parce que, pareil, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, Quentin, ça va être son actu de la semaine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Quelle va être l'étendue des réactions et des dégâts? Toi, tu t'en bats les couilles, toi? Non, en vrai, j'ai regardé et en fait, je sais grave pas me positionner. Je pense que j'ai eu un avis pendant un instant T. Et en fait, à force de lire tout et son contraire, en ayant vu aussi la réaction de l'ancien boss de Ferrari, je crois, qui a fait un truc comme genre... C'est vrai? Il a juste fait ça, il a quitté la pièce. Et J'ai pas vu ça. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Ah, il a dit, je peux pas dire tout ce que j'ai sur le cœur, mais si je devais le dire là, il a dit, ça ferait très très mal. Mais en vrai, dans le domaine, alors c'est pas mon actualité, mais dans le domaine de l'automobile, il y a eu 2 news de fou. Pardon, je suis obligé de faire un écart dessus. Vas-y. Mais il y a eu la Ferrari Luce, du coup, qui est sortie 100% électrique, etc. Mais à côté, Alpine, qui a débarqué BWT, donc truc Water, je sais pas quoi, qui était son sponsor principal, pour créer. En fait, chaque écurie peut avoir un sponsor principal et donc c'est dans leur nom d'écurie. C'est ça. Comme dans les stadiums, par exemple. Avant, c'était McDonald's Ligue 1, par exemple. Ou AMG Petronas. Petronas, qui est une marque d'huile. Tu vois? Super. Et là, du coup, Alpine a dégagé le contrat, c'est terminé. Et du coup, ils ont annoncé un partenariat avec Gucci. Donc, c'est la Gucci Racing. C'est la Alpine Gucci Racing Team. Mais tu sais, le plus drôle là-dedans, l'ancien PDG du groupe de l'Alliance Renault-Nissan dans laquelle les propriétaires Alpine, c'était Luca De Meo, qui bosse aujourd'hui chez Kering, groupe de luxe, qui est entre autres propriétaire de la marque Gucci. Allez, en plus de Balenciaga, Bottega Veneta, etc. Donc il a vraiment réuni les deux en mode mais qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit du luxe? On s'est identifié dans le domaine du luxe, il y a quoi de plus luxueux que le sport automobile? Et il y a des premiers rendus qui commencent à arriver. Ça a l'air de tuer sa mère. Je suis pas fan des couleurs de Gucci parce que c'est des couleurs très italiennes avec un espèce de
noir qui tire vers le vert. Le vert, et rouge, voilà. Du coup, mais voilà, c'était mon couleur de petit la pizza, écart mais- qui n'est pas actu, mais j'étais obligé de vous parler de ça parce que j'ai vu ça. Carrément, on est venu me pinguer sur Insta, chose qui arrive jamais. T'as vu le nouveau sponsor? Non. J'ai vu ça, je dis non. Oh, le tour de maître de Lucas Demeo. Tour de passe-passe. Très fort. Ferrari entre officiellement dans l'ère électrique avec la Luce, un modèle ultra technologique, et la réaction du public était extrêmement divisée, pour pas dire brutale. En fait, les gens ont différents avis, et évidemment c'est sain de partager son avis, mais ce que j'aime pas, c'est que par principe les gens lui ont chié dessus. Alors on va en Ça, parler, c'est vous allez ça, voir. Il y avait le principe alors d'Internet, des ça. deux côtés. Ouais, Ça, non, c'est mais. quand même un peu le principe d'Internet. Oui, mais là vraiment tu peux avoir une vision un peu différente, t'as le droit de pas aimer, mais sauf que là c'est agressif et surtout catégorique vis-à-vis de la chose, mais vous allez voir. Le problème là-dedans, ce qui m'embête, et c'est surtout aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que les gens ont surtout une mauvaise compréhension du business de Ferrari et de la notion aussi de l'évolution d'une marque de luxe. Ferrari, c'est avant tout ça, tu vois. Mais je pense que le problème de ça, c'est qu'ils n'ont pas été en douceur, ils ont été trop vénères. Et te Je laisse suis pas poursuivre. forcément d'accord. T'as des hybrides de chez Ferrari. Non, mais- La Ferrari, c'est une hybride. Alors, le problème, moi, que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est pas forcément qu'ils aient choisi l'électrique. C'est que en fait, si t'es Ferrari et tu fais de l'électrique, déjà, tu fais une voiture rouge. Parce que Ferrari, c'est rouge. Alors, Et là, le problème, c'est non, que non, là, ils ont. elle est rouge aussi. Hein. Elle Ouais, est rouge, elle est mais jaune, celle elle est qu'ils ont bleue montrée aussi. au monde entier, c'est la bleue. Non, il y en avait plusieurs. Ouais, En mais fait, je elles peux étaient te à dire côté. que Elles moi, étaient à côté. tous ceux que j'ai vus, parce que j'ai regardé des trucs de vieux avec des gens qui ont des papiers roses en permis. Mais c'est Et en l'élément fait- différenciant et j'ai envie pour de faire dire, l'actu qui tape. En tout cas, les médias ont beaucoup montré, les médias mainstream, la télé, ils ont montré la bleue. Mais Ouais. je pense que justement, c'était le côté un peu putaclic de la news, dans le sens où la bleue est celle qui, selon moi, fait le plus cheap et surtout rappelle les modèles équivalents de chez MG, etc., qui ont plus ou moins la même couleur. Je pense que c'est pour ça que c'est plus intéressant, si tu veux chier sur le produit, de mettre la couleur qui va le moins à la voiture. Ou C'est qui ça. est qui dénote le plus de ce qu'on connaît de chez Ferrari. C'est exactement ça. Après, c'est vrai que, bon, de manière générale, et je peux le reconnaître, le monde de l'auto, c'est un truc. Ils sont ultra conservateurs. Ah bah, c'est papier rose. Hein. Et il y a un côté un peu décevant là-dedans, parce que justement, au lieu d'accueillir un nouveau modèle en mode curiosité, ils l'ont, mais tacle glissé, double type C'est clair. péroné, etc. Sachant Donc, que de base, avec la légende de Ferrari, mais de n'importe quelle marque de sport automobile, se lancer dans l'électrique, c'est extrêmement dur. Parce exactement. que on parle de ceux qui ont un héritage dans le sport auto, qui aiment les V12 Atmo, qui font un bruit pas possible. Lancer dans l'électrique, c'est logique au 21e siècle. Par contre, c'est couillu. Embarquer Johnny Ive, avoir un produit qui révolutionne autant la gamme. Je rappelle, hein, c'est la première électrique et la première 5 portes de chez Ferrari. Tout à Il y a fait. les deux éléments dedans. Mais c'est pour ça, c'est que je pense pour moi qu'il y a un vrai schisme vénère. C'est-à-dire qu'en plus, donc, bon, il y a une rouge, on sait, mais ils ont présenté volontairement, en tout cas la bleue a été mise spécialement en avant. Oui, sur les réseaux. Si c'était volontaire ou pas de Ferrari, de la part de Ferrari, je parle, hein, j'en sais rien. Après, les médias, c'est autre chose. Mais tout ce que tu es en train de me dire, pour moi, c'est une succession de genre, si on y va franchement. Je pense que là, ça a perturbé le monde historique des passionnés d'auto. De toute façon, l'auto, on le voit encore. Hein. On est encore dans une ère en 2026 où il y a des gens qui ne tolèrent pas les voitures électriques. Qui tolèrent pas l'évolution. Si tu aimes les voitures électriques, tu n'es pas membre du club, tu n'as pas le droit de siéger à la table, tu dois dégager fortement. Et on l'a vu même à l'époque, je me souviens même avec Mustang, comment ça a été problématique Avec que la Noah ait fait la vidéo. avec la maquille. Non, je vais moduler le propos. Le problème, c'est d'avoir récupéré le nom Mustang qui faisait référence à des pony-cars avec des gros V8 qui gueulaient sa mère pour en faire un SUV électrique. C'est ça Mais sur Ferrari, lequel les c'est gens la même chient. chose. S'ils avaient sorti Ford de je sais pas, Shetland, tu vois, j'aurais pas de problème. C'est le Alors, Mustang qui va pas. C'est pour ça. Là, on va essayer de recentrer, et il y a deux choses importantes que les gens doivent comprendre. 3, Luce, le nom, lumière en italien, C'est c'est juste bien. sa mère. Moi, j'adore. Déjà, c'est pas une voiture faite pour rentrer en concurrence avec les autres voitures électriques. Il faut le comprendre. C'est Ferrari, c'est une appartenance. C'est comme dire demain j'achète du Hermès ou j'achète du Chanel. T'achètes du Hermès ou t'achètes du Chanel. T'achètes les deux. Tu te dis pas oui, mais en fait c'est moins cher chez Célio. C'est des choses qui sont différentes. Même si sur la fiche technique, tu vas pouvoir éventuellement comparer, mais ils sont pas là pour ça. Les clients Ferrari qui vont acheter cette voiture qui coûte 550 000 €,
ils vont pas regarder, ils vont pas faire de comparaison. Et là, le petit connard qui n'est pas du tout affecté par le monde de la voiture, il dit j'adorerais voir un comparatif avec la Xiaomi SU7. Voilà, qui en vaut c'est tout ce que je veux pas voir. 150 millions de fois de moins. Bien sûr. Et la comparaison avec Hermès, elle est intéressante, même dans la rareté du produit. C'est-à-dire que Hermès se différencie dans le luxe par le fait que ce soit des produits qui soient réservés à une certaine élite et qui montrent une certaine appartenance. Avec Ferrari, c'est pareil. La Lucci, on a beau critiquer, il va y en avoir un nombre fini de produits. Ils sont déjà tous vendus avant même que la voiture soit annoncée. C'est sûr et certain. Ça a déjà été annoncé. Voilà. Tout a déjà été vendu. Et il faut savoir aussi quelque chose. Cette voiture n'est pas directement adressée aux acheteurs traditionnels de chez Ferrari. Généralement, c'est plutôt pour accueillir des nouveaux clients. Des gens qui ont une force de frappe avec... qui sont jeunes, qui veulent avoir une nouveauté dans les gammes. Un peu comme on a pu le voir. Enfin, Ferrari évolue au fur et à mesure. T'as eu la Puro Sangue, t'as la Malfi aujourd'hui, t'as la California. Tu parlais aussi de la Ferrari, c'est un très bon exemple. Tout comme la 296 ou la SF90. C'est des modèles qui sont différents. Aujourd'hui, Ferrari entre dans une nouvelle ère avec une nouvelle gamme. Et ce que les gens ont pas réussi à comprendre, et je trouve ça un peu dommage, c'est que c'est un nouveau modèle. Ça veut pas dire que toute la marque va faire une refonte. Et c'est même un nouveau segment. C'est un nouveau segment. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une nouvelle vision du design et aussi d'une quelconque manière d'avoir bossé avec un studio externe, même s'ils auraient pu le faire en interne. Hein, clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, dire que je vais faire une 488 électrique, les gens, par définition, auraient déjà comparé. Alors que là, on veut créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça que Ferrari a vraiment voulu implanter avec ça. L'idée, c'est pas de trahir son ADN, c'est d'ouvrir une nouvelle gamme, une nouvelle segmentation pour les gens. Et il y a un autre point aussi qui est intéressant à souligner, c'est que jusqu'à présent, ouais, il y avait un petit pas dans l'hybride, mais c'était de l'hybride performance, c'est-à-dire de l'hybride qui vient complémenter l'électrique sur certains cas d'usage. Et ça, dans tous les sports automobiles, alors non, je dis pas dans tous les sports, dans énormément de sports automobiles, t'en as. Et t'en avais déjà avant. Aujourd'hui, t'as une grosse partie électrique qui est fortement critiquée dans la F1. Chose sur laquelle je suis d'accord parce que ça donne des courses lunaires où les mecs en pleine ligne droite ils perdent de la vitesse, mais c'est un autre point. Mais il y avait déjà de l'électrique avant, il y avait déjà une assistance électrique qui n'était pas aussi présente que maintenant. Le truc, c'est qu'il faut se mettre à la place de Ferrari qui aujourd'hui voit le monde avancer et qui se dit j'ai un trou dans ma gamme. Ce trou, quand tu regardes la gamme Porsche, il avait déjà commencé à le combler parce que les gens ont eu beau critiquer. Rappelle-toi à l'époque, les gens dans la gamme Porsche, ils achetaient que des 911. Ça a voulu sortir des PMA, les Porsche à moteur avant avec des moteurs traction qui étaient 1000 fois mieux que la 911. Non, les gens, ils voulaient de la 911 et ils ont trouvé tous les arguments pour ne pas aller sur ces modèles-là qui étaient super et que tu retrouves du coup plus du tout cher aujourd'hui parce que personne n'en veut. Ils ont sorti la Boxster, ils ont sorti... Rappelle-toi quand ils ont fait des SUV. Le Cayenne, comment ça c'était terrible. Tout le monde en a acheté. Quel boulevard ça a ouvert. Maintenant, le véhicule le plus vendu chez Lamborghini, c'est le Urus. Mais évidemment. Qui a dépassé la Lamborghini Gallardo. Ça me fait une peine de voir les gens acheter ça. Et la vérité, c'est que la Lucci, ça va être la première, je pense, d'une autre série de Ferrari ouverte pour un autre segment. Mais de là à croire que ça va pas se vendre, je suis pas d'accord. Et ça a toute sa place dans la gamme Ferrari. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on aime l'électrique, qu'on n'aime pas, qu'on aime le design, qu'on n'aime pas, c'est encore un autre débat. Rappelle-toi quand on avait testé les Porsche Taycan qu'on avait sur lesquels on avait testé, ouais, ce truc, c'est des produits qui sont sensiblement différents de ce que Porsche a l'habitude de faire. Pourtant, c'est des super produits. À conduire, c'est incroyable. Mais c'est encore un produit différent. Pour moi, c'est comparer un iPad et un MacBook. Et la transition est très bien. Parce qu'effectivement, déjà, une marque qui refuse d'évoluer, c'est une marque qui est prête à mourir. S'enterre, bien sûr. Et le parallèle avec Apple est intéressant parce que justement, tout comme Apple a cherché de nouveaux segments, l'iPhone, c'est son segment dominant. En 2025, ça représente quasiment la moitié de leur chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, ils ont diverti leur marché, leur gamme avec de l'audio. Après, ils sont allés dans l'horlogerie avec l'Apple Watch. Aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, c'est le segment financier, bancaire. Donc, il faut toujours évoluer et aller chercher des nouvelles choses. Avec le MacBook L'éducation, Neo, la santé maintenant. Le professionnel, il y a de plus en plus de Tu parlais de 2025, mais si tu prends vers les années 2000, même mi-2010, 2015, allez, au hasard, à un moment, l'iPhone, c'était 80, presque 10%
des ventes. C'est parce que j'ai le chiffre en tête. En 2025, c'est 416 milliards de chiffre d'affaires et ils ont fait 209, un truc comme ça. Pour que les gens comprennent, ça voulait dire que s'ils se foiraient sur un iPhone, voire deux, ça mettait en péril la boîte. Enfin, en tout cas, la bonne santé financière de la boîte. Et donc, du coup, ils ont su toucher une nouvelle industrie, un petit peu comme Valve. On prend régulièrement cet exemple, mais Valve a créé un boulevard avec ça, en créant une nouvelle catégorie de produits que les gens ont réussi à s'adopter. Donc, plutôt de se dire que c'est une marque que j'adore, qui ouvre un nouveau segment, et donc du coup, je vais essayer d'être intrigué un petit peu pour voir ce qui se passe, sachant qu'il n'y a aucun test de voiture de Lucci qui roule. Donc les gens, ils se basent juste sur le design, sur le côté esthétique, en disant que c'est une voiture qui plaît pas, qui divise, parce que esthétiquement parlant, c'est particulier. C'est très ambiance cyberpunk, surtout avec les jantes qu'ils ont pas mal montré. Tu parlais du coloris bleu, mais c'est vrai que les jantes pleines, c'est aussi quelque chose que tu vois vachement dans les trucs un peu futuristes. Mais tu mets des jantes différentes, tu travailles l'intérieur, tu choisis en tout cas l'intérieur. C'est quelque chose qui, évidemment, va diviser et en même temps, il faut relativiser, tu vois, ces propos. Et c'est sûr que c'est rigolo parce que je crois qu'à l'époque, quand ils avaient communiqué, ils avaient vachement plus communiqué l'intérieur que l'extérieur. Parce qu'ils l'ont fait en 2 fois. Ouais. Oui, en fait, ils avaient parlé davantage du côté sensoriel de l'intérieur, oui, on fait une voiture électrique, non, on fait pas tout numérique. C'est-à-dire que tu avais encore le côté sensationnel, sensoriel, qui était vachement travaillé avec les vrais boutons, les gros clics, les molettes, etc. Complètement, t'en parlais du coup tout à l'heure, ça a été créé en collaboration avec le studio Love From, qui a du coup été créé par Johnny Ive, l'ancien directeur en chef du design chez Apple, et Mark Newson, qui est son cofondateur. Et effectivement, ça s'est fait en 2 fois. D'abord, ils ont présenté l'intérieur avec tous les modules, donc le volant, la clé en e-ink qui vient se glisser dans le tableau de bord pour du coup avoir une petite animation. Dans cette voiture, t'as pas le bruit du moteur quand tu démarres. Donc là, ils ont remplacé cette cinématique, on peut dire, par cette animation. Sachant qu'on parle de bruit, mais apparemment, il y a un bruit électrique, comme il y a des palettes au volant. Tu pourras vraiment passer des rapports, même si c'est une voiture électrique. C'est du simulé. Je crois que tu avais Hyundai. Je suis pas sûr que c'est simulé. Je crois que c'est réellement le cas. Ça m'étonnerait qu'ils aient foutu une boîte. Techniquement, ce serait super con. Parce que tu perds l'avantage d'électrique. Si tu mets une boîte de vitesse, ça te fait davantage d'entretien. Je pense que c'est peut-être pour le mode sport, tu sais. Quand tu veux avoir les sensations. Par contre, ça peut faire d'autres réglages. Tu peux peut-être augmenter ou diminuer l'antipatinage à l'arrière pour la faire drifter ou quoi. Ça, c'est possible. T'es pas forcément sur un réglage de rapport de vitesse. Je crois que pour le coup, c'est vraiment basé sur le passage de rapport parce que sachant que technologiquement parlant, ils ont mis un moteur par roue. Ils ont ajouté le torque vectoring ultra avancé. Il y a surtout 4 roues directrices. Et donc après plus de 1000 chevaux et une gestion indépendante du couple. Bah ouais, mais du coup tu mets où ta boîte de vitesse si t'as un moteur par roue. Moi c'est pour ça je suis pas certain. Dans tous les cas, vu que cette voiture a pas roulé, dès qu'on la roule on vous dit les gars, on vous fait un retour complet. Exactement. Ça arrive fort. Mais peut-être que la conduite pourrait être une vraie révolution là-dedans, sachant que Ferrari ils arrivent avec un savoir-faire quoi. Bien sûr. Et on parle du design depuis tout à l'heure qui a été externalisé par un studio. Donc les gens se basent sur une position artistique, entre guillemets, sachant que on parle de Johnny Ive. Johnny Ive, c'est quelqu'un qui a toujours misé sur le minimaliste. Alors là, il combine un petit peu les deux, justement, avec le magnétino qui est physique, des boutons sur un écran physique, etc. Donc il mélange vachement nouvelles technologies et aussi boutons physiques. Il disait un truc très simple, mais quand t'es en train de rouler, t'as pas envie de faire des gestes de pinch, etc. pour manipuler ton écran puisque tu quittes les yeux de la route. Donc sur des fonctions simples comme monter la climatisation, juste un petit bouton vers le haut ou vers le bas, c'est plus efficace. Après le design, je sais pas, t'avais envie d'en parler un petit peu ou quoi? Parce que moi j'ai un avis sur la question. Écoute, vas-y, embraye et puis En fait, si tu veux, dans le segment de l'automobile électrique, on a beaucoup l'impression de voir des choses justement très marquées, des angles très saillants, moi j'aime beaucoup, alors c'est un design qui divise mais que moi j'adore, c'est le néo-rétro ce qu'a pu proposer Hyundai par exemple, avec des espèces de trucs avec la Ioniq 5 par exemple. Ioniq 5, c'est ça. Ou récemment t'avais la nouvelle Twingo qui reprend l'aspect de la Twingo 1, que je trouve incroyable. T'as la Renault 4. La Renault 4, pareil, qui est sortie. Alors, l'arrière, je suis un peu moins fan, mais l'avant, j'adore. Je préfère la Twingo dans l'esprit des deux produits. J'adore mais l'avant. Oui, je vois, mais tu vois ce que je veux dire. Ils ont repris la Super 5, ils ont vu que ça marchait, ils ont fait la Renault 4, ils ont repris la Twingo. Je pense que c'était vraiment la bonne idée de partir sur des technos récentes, mais d'appeler un peu la nostalgie. Là où je pense que, en fait, pour moi, Ferrari a fait le meilleur et le pire en prenant Johnny Ive. C'est-à-dire que
ils vont être certains d'avoir le meilleur dans ce qui se fait en termes de design minimaliste, de ligne épurée et surtout au service de la voiture, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est certes un dessin, mais que ça répond à tout un tas de contraintes technologiques. Et aérodynamique surtout. Mais c'est dans la technologie, je l'inclus dedans. Il me semble que l'avant, c'est pas vraiment un avant, c'est un aileron en fait qui est pas en suspension, mais qui en fait c'est creux. Tu as carrément le pare-brise qui passe en dessous du capot, etc. Pour des raisons aérodynamiques, il faut loger les batteries parce que qui dit grosse puissance dit grosse batterie, il faut loger les moteurs. Donc le dessin doit être au service de la technique en fin de compte. Et je trouve que au niveau design, cette voiture, elle apporte rien à Ferrari. Et c'est là où je trouve que c'est une bêtise parce que si on se rappelle, si on revient un petit peu en arrière, le dernier, rebranding complet, c'était Jaguar, sur lequel tout le monde a chié, mais pour moi, c'est pas vraiment comparé avec le cas de Ferrari parce que là, on parle d'un produit, là au Jaguar, c'était un changement d'identité. Mais quand la Lucia elle est sortie, c'était moins 6%, je crois, dans le cours de l'action de Ferrari parce que peut-être que les gens n'ont pas compris ou, l'histoire nous le dira, peut-être que Ferrari n'a pas su identifier la catégorie dans laquelle cette Ferrari venait se positionner. Parce que est-ce que c'est le bon choix d'aller sur un produit épuré, très très tiré, avec en même temps un arrière relativement conséquent qui rappelle un peu les Ferrari de l'époque, F40, la F40, ouais, c'est ça. Pas que F40, t'avais peut-être F430 même, je crois. Les California aussi. Les California, les deux feux ronds à l'arrière, ronds, ouais. Sur leur premier modèle, à la fois 5 portes et à la fois tout électrique. Je trouve que quitte à tenter l'audace, je serais allé un poil plus loin, quitte à faire quelque chose qui rappelle Ferrari, mais qui rappelle rien dans la gamme Ferrari. Mais sachant que les personnes qui vont acheter cette voiture sont déjà des clients Ferrari Bien ou sûr. des personnes qui ont déjà acheté des voitures, ils vont pas vouloir, surtout sur un produit 5 portes, ils sont obligés de partir là-dessus sur une voiture électrique, sachant, tu parlais de l'encombrement des voitures, de la technologie qu'ils veulent apporter. Mais partant de ce principe-là, les gens, ils ont déjà des 2 portes, ils ont déjà des 488, ils ont Bien déjà sûr. des 458. Et je prenais l'exemple de David Lee qui a fait une vidéo là-dessus qui s'est amusé. C'est un acheteur de Ferrari et qui a toutes les Ferrari, c'est simple, couleur ketchup et moutarde. C'est lui qui l'a appelé comme ça dans son garage. Il a là les rouges et là les jaunes. Et ce mec-là a dit, en fait, évidemment, je vais l'acheter parce que je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait. C'est pas une voiture que lui, fondamentalement, pourrait vouloir acheter parce qu'il n'est pas forcément la cible. Mais par contre, c'est une voiture qui, technologiquement, peut apporter quelque chose. Mais au-delà de ça, c'est un dessin qui est disruptif. Oui. Les gens n'ont jamais vu ça. Et c'est pour ça que ça fait autant de controverses. Mais un petit peu comme les AirPods l'étaient au moment. Quand ils sont sortis, les AirPods, les gens ont tous dit « tu portes des cotons-tiges dans les oreilles, c'est dégueulasse ». Au final, c'est devenu une tendance, un effet de mode. Justement, moi, mon propos, c'était de modérer cette partie design en disant, pour moi, ça ressemble trop à ce qui se fait déjà sur le segment électrique et à l'appartenance de Ferrari, tu vois. Quand certaines électriques sont sorties dans d'autres marques, ils ont eu un trait qui était radicalement différent de ce qui se faisait. Et là, je trouve Cybertruck, que, des trucs comme ça. par ça. exemple, ouais, alors Tesla, c'est un peu différent parce que eux, ils ont voulu justement chercher la masse. C'est ce qu'ils ont fait avec les berlines et les petits, les SUV. Mais pour des produits plus destructifs, oui. Typiquement, la Tesla Roadster, ils l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que c'était juste un châssis un châssis carrosserie de Lotus Elise. Donc, sur la Ferrari, j'aurais aimé voir un truc qui rappelle pas Ferrari, qui dit le tour de force, on le fait et on le fait à 100%. Et là, je trouve que embaucher Johnny Ive pour faire ce design-là qui est très slick, très tiré, et derrière un bloc qui rappelle vachement les autres Ferrari, je trouve que c'est dommage. J'aime bien, moi, cet entre-deux. Et Ouais. alors, tu vois, en fait, surtout que moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première fois que je l'ai vu, j'étais en mode ouah, non, franchement, le design, pas tant. Et plus je la vois, plus en fait, je commence à capter des trucs. Je sais pas, il y a un rapport où t'es obligé de le revoir une première fois, une deuxième fois, etc. Et ensuite t'habituer. Et quand on la verra dans les rues, ça changera peut-être aussi Ouais. notre vision. Je pense quoi. que tu as plus de chances de croiser une licorne dans la rue. Et soyons clairs. À Monaco, ouais. Ouais, voilà. En Et tout cas. soyons clairs, je critique depuis mon canapé Ikea, sachant que j'en approcherai pas une. et puis de toute façon, les gens qui les achètent, vous inquiétez pas, hein, ils perdent pas d'argent. Quand ils vont la revendre, ils vont la revendre 2-3 fois le prix qu'ils l'ont acheté. Il y aura pas de souci sur la plus-value, même si c'est de l'électrique. Et puis on n'est pas l'audience. Mais en tout cas, Ouais, ce qui est Mathieu sûr. qui nous regarde depuis tout à l'heure discuter, qui est en mode ouais, C'est pour ça, t'inquiète, je conclue, Mathieu. Non, mais je suis sur la commande, là, j'en prends 2. T'en prends une pour Mais, la femme. Je prends les 2 coloris. D'accord.
Il y en a plus que 2 quand même. Ouais, mais je reprends déjà 2. Il prend bleu et jaune est rouge. pas mal. Une Ferrari Ouais. et une juste pour aller chercher le La jaune. Rosso, je sais pas quoi, J'aime bien est le bleu, pas moi, mal. je emmerde tout le monde avec le bleu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une voiture qui va venir remplacer les Ferrari thermiques. Il y en aura toujours. Hein. Ferrari, c'est 10 000 voitures vendues par an, quelque chose comme ça. Donc évidemment, ils vont en sortir d'autres, comme la Amalfi vient de sortir, comme ils vont sortir des nouveaux modèles. Comme ils ont fait du SUV, je rappelle, Comme hein, ils mais ont le fait- Puros Sangré, ils ont Exactement. critiqué, tout le monde a chié, ils l'ont fait et ça s'est vendu. Et hein. ça s'est vendu. Parce que finalement, une marque mythique a le droit d'essayer, je trouve, quelque chose de Elle a le nouveau. devoir. Et elle a le devoir de le faire. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici les prochaines années. Et on en reparlera pour bien rire sur les gens qui l'ont bien critiqué. Et qui sont finis séduits par le produit surtout. Eh bien les amis, on a l'habitude de parler d'intelligence artificielle de manière assez dystopique, on va pas se mentir, c'est une technologie qui à la fois nous fascine, qui nous rend beaucoup de services, mais en même temps quand on en parle aussi généralement dans ce podcast, c'est pour y voir l'autre aspect, on va dire, On partage de les la deux quand chose. même. Oui, on partage les deux. Surtout mais... toi, t'es le porte-étendard un peu. Mais c'est vrai qu'on sent que de toute façon, on arrive à un moment où c'est une technologie qui, justement, a les deux pièces d'une même face et qui est un petit peu à la fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans la manière d'aborder les choses. Et ça, encore une fois, comme toute nouvelle technologie, il y a le côté bénéfique et il y a le côté aussi également qui apporte son lot de craintes et voire même potentiellement d'alertes qui seraient légitimes. Alors, c'est intéressant, j'ai vraiment voulu prendre cette news. Comme toi, Rewan, j'étais sur pas mal de news. J'ai hésité longuement, je crois que j'ai changé 3 fois de news. Je voulais parler de Samsung et des couches, des 900 couches de stockage qu'ils sont en train de mettre en une technologie de stockage. Bref, peu importe, mais j'ai trouvé cette news assez intéressante parce que en ce moment, et c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu en off, je crois, avant qu'on démarre l'enregistrement de cette émission qui a démarré un peu par surprise, justement du fait que l'IA, un des points aujourd'hui, on va dire, les plus crispants, les points les plus irritants, voire même, et le mot est faible, je cherche le mot le plus fort, mais je ne le trouve pas, mais en tout cas, la partie la plus critique des gens qui ont peur de l'IA, c'est le travail. Et donc, dès que l'IA a commencé à monter en compétences et à monter un petit peu en sauce, ça a été un narratif qu'on nous a un petit peu vendu dans tous les médias et même par rapport aux personnes qui poussaient un petit peu cette technologie, c'est-à-dire le fait que l'IA allait amener l'IApocalypse du monde du travail. T'as réussi à la mettre? Exactement. Eh bien, il faut le savoir, Sam Altman, le patron d'OpenAI, donc qui est derrière ChatGPT, faisait partie de ces gens-là qui essayaient de préparer fondamentalement le monde à dire qu'il y aurait un monde du travail, en tout cas avant et après l'IA, et que notamment cette technologie-là allait vraiment disrupter, pour essayer de mettre un mot un peu savant dans la discussion, mais allait challenger vraiment énormément le monde du travail. Et souvent, ce qu'on disait d'ailleurs, c'est que ça allait être une véritable hécatombe, notamment pour on va dire les bureaux, les boulots, des juniors. Alors c'est sûr qu'on en a parlé dans différentes news, c'est vrai que l'IA a eu un certain bouleversement dans certaines industries en remplaçant certains jobs. On l'a vu chez Microsoft, on l'a vu chez d'autres entreprises comme ça, mais c'est vrai que ça a eu un impact. Ça a un impact. Surtout que ça avait un impact sur, on va dire, les tâches. J'aime pas trop dire ça parce que je trouve que c'est un peu méprisant pour les gens qui potentiellement aussi font ces tâches. Mais on va dire les tâches de faible valeur ajoutée. Il y en a qui disaient dans certains médias, des Américains, qui disent tâches bas de gamme, on va dire. Mais c'est des tâches qui permettaient, par exemple, et j'aime pas non plus cette approche parce que je trouve que c'est un peu méprisant, mais je suis passé par là, ayant été alternant, par exemple, quand j'ai fait un BTS en alternance. Tu commences par les tâches où, limite, on te demande au début d'aller chercher des cafés et de faire la liste Excel d'innombrables choses répétitives et chiants as fuck à faire. Oui, les tâches qui sont juste mécaniques et qui sont ni créatives ni intelligentes. En gros, on va se dire les termes, les tâches que tous les gens, on va dire les gens qui ont un certain pédigré dans l'entreprise, ou en tout cas un certain nombre d'années, confiaient aux jeunes. Et moi, j'avais déjà entendu dans des réunions de taf qui disaient... Bon, on a compris que cette tâche vous cassez les pieds, on va trouver un stagiaire, un alternant qu'on fera venir pour faire notamment épurer ce genre de tâches. La fameuse phrase. En même temps, c'est vrai que c'était des trucs qui permettaient on va dire, d'embarquer des jeunes dans l'entreprise. De les former. Tu vois, aussi. et de pas. En fait, c'est pas forcément même, j'ai envie de dire que de les former, mais de pas avoir à faire en sorte que la personne ait à former 8 heures par jour
quelqu'un qui débarque dans l'entreprise, que ce soit un jeune ou pas, hein, peu importe. Mais ça permettait aussi, quand toi, moi je sais que c'est parce que à un moment j'ai formé pas mal de monde dans ma boîte, et c'est vrai que quand tu te tapes 8 heures par jour à former les gens, bah, tu n'avances plus sur tes propres tâches. Du coup, c'est le genre de tâches un petit peu à la con qui te permettait de te donner un peu toi du mou, on va dire, en disant, bah tiens, fais-moi ce truc-là, en attendant, comme ça, lui, il pouvait comprendre un petit peu potentiellement des choses qui sont liées propres à l'entreprise, etc. Pas que faire des tâches de merde. Et alors, l'apocalypse de l'emploi, Eh ça donne ben, quoi? écoute, Sam Altman, il est revenu sur cette histoire en disant que, eh ben, finalement, il disait que ça n'arrive pas forcément comme il le pensait. Alors, on a eu la discussion et Rewan, je sais qu'il voulait réagir. Il dit pas que l'IA n'apporte pas des désagréments sur le monde du travail, ou en tout cas n'apporte pas des licenciements. Il dit que c'est pas une hécatombe comme il l'avait imaginé. Il y en a beaucoup qui, à un moment, j'avais vu des chiffres. C'était genre, je vais pas dire de conneries, mais c'était genre, tu sais, la banque, comment ça s'appelle Sachs. Goldman Sachs qui disait, c'est genre 300 millions d'emplois qui sont menacés à court terme à cause de l'IA. Ben, il semblerait que, d'après le ressenti en tout cas de notre cher Sam Altman, c'est pas ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a des licenciements forts. Nous, dans la tech, on le voit, hein, on le suit régulièrement. Meta, qui il n'y a pas longtemps, a encore viré 8000 personnes. Microsoft. Toutes ces GAFAM sont en train de faire du ménage. Alors, sous aussi prétexte que, soi-disant, en fait, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas que l'IA. Si on reprend très rapidement, il était chez l'après-Covid, où pendant le Covid, ils ont trop embauché. Du coup, ils sont obligés d'écrémer. Il y a aussi le ralentissement géopolitique, tu vois, enfin, l'économie qui va un peu plus mal et tout ça. Donc, il y a de la rationalisation. Et l'IA aussi également en sous-texte de tout ça. C'est pas que l'IA, mais... Ouais, en tout cas, eux, ils se servent de tous ces trucs-là, avant l'IA même, pour justifier aussi le... parce que, tu sais, c'est très dur de dire à tout le monde, on vous vire parce que l'IA, tu vois. Alors que si on dit, ouais, tu sais, la période est compliquée, tu sais, on a beaucoup embauché, on a peut-être surestimé, machin, on est obligé de rationaliser. Bref, peu importe. En tout cas, il se ravit, d'ailleurs, Sam Altman lui-même, d'avoir eu tort, selon lui, parce qu'il y a des arguments autour du fait que finalement, l'IA ne remplace pas totalement les travailleurs. C'est quoi? Déjà, le premier, c'est le facteur humain. Altman, il le reconnaît, hein, qu'ils n'avaient pas forcément anticipé à quel point les interactions humaines resteraient primordiales, même sur des valeurs, des tâches qui sont un peu plus, on va dire, basiques. Malgré tout, ils ont quand même besoin de travailler et d'échanger régulièrement avec d'autres humains pour faire des tâches. Et je suis assez d'accord, moi, là-dessus. Par exemple, pour travailler au jour le jour seul, et donc mon compagnon en ce moment, bah, c'est l'IA dans ce que je fais. C'est Gemini, quoi. Exactement, c'est Gemini et d'autres, hein, parce que je n'utilise pas que Gemini. Je fais un peu des combinaisons, des Perplexity. Perplexity qui te permet en plus de tester du Claude, du Qwen, peu importe, plein de modèles. Mais on va pas se mentir, c'est clair que je le dis, ce serait plus stimulant. En ce moment-là, j'ai vécu 2 jours un peu traversé du désert où je fais des trucs qui me font pas forcément kiffer. Et en même temps, tu as un peu cette période où... bah, tu sais, à force d'enchaîner, d'enquiller et tout ça, t'as un peu de fatigue. Hein, et puis la chaleur qu'on subit actuellement, je pense que rajoute, saupoudre un petit peu tout ça. Mais il y a en tout cas, il est très clair que remplacer totalement les humains par des IA a ses limites. Et on le voit, le fait de ne pas pouvoir prendre une petite pause café avec quelqu'un, discuter, avoir une autre perspective, ni rien. Sachant que l'IA aussi, et si on l'utilise mal, est une IA très orientée. Il y a des IA, par exemple, qui sont très positionnés pour te satisfaire ou te mettre tu vois, en accord avec ce que tu... Des fois, tu as envie de les challenger, mais eux, ils sont toujours un peu dans « Oui, tu as raison, c'est une excellente approche. C'est oui, je n'avais pas vu ça comme ça. » Qui, et voilà. qui te froisse pas, quoi. Exactement. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a ce biais-là par rapport à l'IA que n'a pas l'humain. Il y a un autre truc aussi également, c'est que ils pensent plutôt que l'IA apporte plutôt une restructuration plus qu'une destruction. L'IA, elle va transformer. C'est assez vrai, je trouve. Ouais. En tout cas, les gens ont vachement repensé certaines positions. Et justement, tu parlais des postes qui ont peu de, comment dirais-je, de valeur ajoutée, on peut le dire comme ça. Ces jobs-là, potentiellement, ils sont sautés, mais pour les rediriger vers des trucs qui sont un peu plus intellectuels ou tout du moins qui sont plus intéressants pour la personne, quoi. Pour ceux qui ont réussi à prendre le virage, c'est assez vrai. Le problème, c'est justement ceux qui n'ont pas encore accès au marché qui, aujourd'hui, comme le disait
Mathieu, très justement, des apprentis, des juniors, etc., qui n'ont pas encore trouvé de spécialisation ou qui n'étaient pas spécialisés de base, qui ont du mal à rentrer parce qu'ils sont remplacés. Après, on va se le dire aussi, quand l'IA a commencé à péter, il y avait un truc qu'on arrivait à voir, c'est que de plus en plus, des gens utilisaient, malgré l'interdiction, un peu en loose day, l'IA, mais ça leur permettait d'avancer plus vite. Typiquement, des fois, ça casse les pieds de rédiger un mail. Donc, si l'IA, il peut te le torcher en 15 secondes et que toi, tu peux passer une tâche qui t'intéresse un peu plus, il y a tous ces aspects-là aussi, justement, où ça va pas forcément juste remplacer des postes complets, mais toi, des micro-tâches sur lesquelles tu n'as pas forcément envie de perdre beaucoup de temps. Là, l'IA est pertinente et on l'a vu sur pas mal de choses où les gens s'appropriaient même l'IA pour pouvoir avancer plus rapidement et arrivaient sans doute à compresser des tâches qui leur prenaient, je sais pas, 2 heures de temps à des trucs qui duraient finalement plus qu'une demi-heure. Tu vois, ça te permet aussi d'être beaucoup plus productif. Et il y a un autre, alors là pour le coup c'est un commentaire, on arrive un petit peu sur la fin de ma news là, mais je vais vous faire réagir sur deux petites choses. Il y a un commentaire que j'ai vu sur une vidéo de la CNB News, un média américain de surcroît, qui m'a fait tiquer. Et effectivement, je suis un peu d'accord aussi avec le timing de cette annonce. Il faut savoir un truc, c'est que Sam Altman, là, ces derniers temps, là, le 10 avril et le 11 et 12 avril, donc le mec en 3 jours là, il a subi 2 tentatives de meurtre. Ah ouais. Je ne savais pas si vous étiez au courant. J'étais pas du tout au courant. La première, c'est le 10 avril, ça a impliqué un cocktail Molotov qui a été lancé contre sa propriété. Ah ça j'ai vu ça, ouais. voilà, ah donc- bah en fait je savais pas que c'était Sam Altman. Mais... Ouais, alors après, tentative de meurtre, encore une fois, je force un peu le trait, mais bon, imaginons la maison brûle, on sait pas ce qui peut arriver. C'est un homme de 20 ans qui a été arrêté et qui risque notamment une accusation de tentative de meurtre, ni plus ni moins, juste pour quand même un cocktail Molotov. Et on sent du coup que ces gens-là, ces gens des GAFAM avec ces IA-là, courent un vrai risque. Le 11 et 12 avril, dans la nuit, il y a eu des tirs qui ont eu lieu depuis une voiture devant la même résidence de Sam Altman. Et tu as 2 suspects qui ont été ensuite arrêtés et 3 armes quand même qui ont été saisies du coup. Donc on sent quand même qu'on arrive à un point où l'IA c'est suffisamment une technologie qui fait flipper pour que les gens qui sont à la Tension, tête quoi. voilà, de ces trucs-là courent un vrai risque. Donc on se demande aussi quelque part si, tu vois, après avoir vécu quand même 2 épreuves un peu flippante quand même. Est-ce que aussi Sam Altman, il a pas cette posture-là, non pas parce qu'il y croit lui-même, mais parce qu'il se dit bon, je vais peut-être faire redescendre un peu la pression. Je pense que je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a aussi le phénomène du fait d'aujourd'hui constater l'aspect plutôt pécunier. Je parlais la semaine dernière où je m'étais trompé, où j'avais dit que Microsoft revenait en arrière sur les abonnements. C'était pas Microsoft. Microsoft, effectivement, ils ont cramé du budget, mais c'était Uber qui a cramé 1 an de budget en 4 mois. Et Microsoft qui arrête l'utilisation des abonnements pour rebasculer sur du Copilot, etc. Parce qu'en fait, Claude, ça leur coûte trop cher. Donc, il y a aussi le constat qu'on est en train de voir en ce moment, qui est de dire l'IA ne peut pas tout remplacer. L'IA, au même titre que d'autres outils, nous permet d'accélérer notre travail, mais ne le remplacera pas. Et en fait, au point de vue de l'argent, les gens qui ont remplacé certains employés par de l'IA se rendent compte que ils n'ont pas de delivery, donc de fourniture plus rapide. Ils n'ont pas accéléré leur capacité à délivrer. Et surtout, ça leur coûte plus cher que s'ils avaient gardé l'employé de base. Donc, les promesses de l'IA aujourd'hui, c'est pas qu'elles ne sont pas respectées, c'est que les promesses que les gens se sont faites de l'IA va tout remplacer, c'est la solution à tout, sont juste pas vraies. L'IA, au même titre que Excel l'a été, c'est un truc qui doit catalyser les travailleurs pour qu'ils soient encore plus compétents et encore plus productifs. Moi, je nuancerais un peu ton propos parce que je trouve qu'il y a quand même une notion de pompier pyromane du côté de chez Sam Altman, parce que ça a été le premier justement à dire que l'IA était tellement puissante que ça allait faire péter les entreprises. Je sais qu'on nous disait que bientôt, il pourrait y avoir une entreprise valorisée à plus de 1000 milliards de dollars avec une seule personne qui piloterait tout un tas d'IA. Tu vois, c'est un truc qui pourrait un jour exister. Une entreprise qui atteint, alors peut-être pas les 1000 milliards, je force un peu, mais au moins le milliard en étant juste tout seul. Et je trouve que pour moi, il y a une chose, c'est que les patrons des IA, ils ont un peu participé à la hype, à la sur-hype autour de l'IA. Mais Je pense quand même que d'accord. d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que cette hype, elle était surfaite, dans le sens où, oui, l'IA, c'est très bien,
mais pour les entreprises, il y en a encore beaucoup, et je pense que toi, Rewan, tu es le plus proche pour me valider ou pas ce propos. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui se posent la question de savoir est-ce que ça me rapporte tant que ça? Est-ce que la plus-value, elle est là? Est-ce que, voilà. Comment je m'en sers? En fait, l'IA, les gens s'en servent comme une stratégie alors que c'est un outil. Ça doit venir complémenter autre chose. La vérité, c'est que les 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils génèrent du code qu'ils feront rien avec, ou ils les aident à rédiger des mails ou à résumer des documents. Je suis désolé, l'IA, Mais les 3/4 des boîtes, est-ce que tu sens que toi ou tes clients ou ton entreprise disent OK, aujourd'hui, on fait sauter les budgets parce qu'on met tout dans l'IA parce que ça va nous décupler un petit peu notre chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Alors, J'ai pas l'impression, moi. En fait, pour moi, tu as 3 cas d'usage. Tu as les gens qui sont un peu les précurseurs du truc, qui disent il faut y aller, même si on ne sait pas encore ce qu'on va faire, parce que sinon, on va louper le train. Donc, on préfère y aller, se tromper et puis construire là-dessus. Tu as les deuxièmes cas d'usage qui sont les gens qui font, on appelle ça le shadow IT, qui le font un peu en loose day pour faire des petits trucs, tester, qui participent à la hype, qui disent regarde l'appli que j'ai développée, alors je suis pas un développeur, j'avais besoin de ça pour chez moi, machin. C'est un peu cool, ça alimente la hype, mais entre guillemets, c'est pas mauvais. Moi, je te parle vraiment des grandes entreprises. Ah non, mais je parle de ça. Okay, je parle de ça. okay. C'est pas parce que tu es une grande entreprise que tu n'as pas des gens qui utilisent de l'IA ou même qui vont faire d'autres services. Par exemple, tu as peut-être du Copilot qui est autorisé, mais les gens utilisent Claude en loose day, tu vois. Ouais, ça je comprends. Mais est-ce que tu as vraiment la sensation que même des entreprises s'imprègnent de la technologie pour les mettre même dans l'opérationnel sans parler de Copilot? Où je vais sur le troisième cas, qui est effectivement le cas des sociétés qui se disent l'IA, c'est vachement intéressant. Est-ce que je peux la tester en complément de certains cas d'usage? Et en fait, ils intègrent l'IA comme un catalyseur de leur stratégie. Ouais. Mais ils réfléchissent. Ils l'ajoutent à leur workflow finalement. C'est ça, mais la première question, c'est est-ce que l'IA serait intéressante? Et quelles sont les tâches que je vais donner à l'IA et qu'est-ce que je vais en ressortir derrière? Et c'est là où il y a énormément de sociétés qui font l'erreur de se dire je vais d'abord à l'IA, je regarde ce qu'elle me pond et je suis content. Ou en fait, l'idée, c'est plutôt de dire est-ce que l'IA répond à mon cas d'usage et qu'est-ce que je veux lui donner comme trajectoire? Au même titre qu'un employé, tu vas lui donner une fiche de mission, l'IA, elle a besoin de... Enfin, toi, pour créer une stratégie cohérente, tu as besoin de savoir ce que tu dois fournir à l'IA pour que tu puisses atteindre le résultat que tu espères. Moi, j'y vois surtout un narratif, parce qu'en plus, là, on sait qu'il y a le timing qui se joue aussi pour OpenAI. Ils vont bientôt faire une entrée en bourse. Et je pense que c'est, on va dire, pour moi, la surhype de l'IA, c'est un mytho qui a un peu trop duré vis-à-vis des entreprises, je parle. Pas forcément de ce que ça fait dans nos vies. Mais vis-à-vis de toutes les grandes boîtes où on leur promet monts et merveilles, je sens qu'ils sont arrivés au bout du mytho et qu'ils se disent il est temps de refaire redescendre. En plus, ça tombe bien, ça sert le propos, ça calme les gens en disant que non, vous n'allez pas tous être virés par l'IA. Dans le paysage. Et voilà, calmez-vous et tout ça. Donc, je trouve qu'il y a un peu ce narratif-là aussi qui vient se mettre par-dessus tout ça. Il y a aussi quand même le mythe de l'AI washing, où en parallèle, je trouve qu'il y a des boîtes en face, pas technologiques, qui utilisent ces technologies-là, mais qui sont très dubitatifs par les résultats. Et en même temps, on en parlait juste en début de cette news, où tu as des Amazon, des Meta et tout ça, qui, eux, continuent de licencier à tour de bras, invoquant des investissements massifs dans l'IA aussi, parce que ça les arrangeait bien. Et je me demande si c'est quand même pas non plus ce genre de propos qui permet aussi également de dire qu'il faut continuer les investissements de leur côté. Et du coup, c'est une excuse pour continuer à virer des gens, parce que l'IA délivre pas encore suffisamment à la hauteur des promesses qui ont été faites. Et le dernier truc que je dirais, c'est pour moi, est-ce que selon vous, je me tourne vers Quentin, est-ce que pour toi, le facteur humain, c'est vraiment un bouclier qui sera durable, ou est-ce que finalement, on assiste juste à un sursis? Tu vois, tu as Sam Altman qui nous dit, c'est bon, l'IA, ça va pas cramer tous les emplois. Est-ce que tu penses que là, il joue la montre potentiellement du sursis et que, on le voit, les modèles vont de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus fort, ou est-ce que finalement, ce facteur humain, il sera toujours là pour faire en sorte que malgré tout, tu pourras avoir toute la meilleure technologie automatique du monde, tu auras toujours besoin de quelqu'un en face? Dans un instant T, pour l'instant, l'humain est remplaçable, évidemment. Sur des tâches qui sont mécaniques, qui sont... Non, mais je pense que même si tu sais que tu peux déléguer ça à une machine, des fois, il y a un moment où tu as besoin d'avoir quelqu'un avec qui parler, quoi. Oui, mais je veux dire, tu peux l'avoir en tant que compagnon. Maintenant, est-ce que ça va remplacer ton métier? Pas encore. Et on en est loin encore. Ouais. Tu penses que toi, le facteur humain, Rewan, c'est un truc qui tiendra la route encore un bon petit moment, ou on est juste sur un tout petit sursis selon toi? Dans un monde idéal où l'IA nous remplacerait partout, je serais content parce que ça pourrait dire que j'aurais le temps libre que je veux pour faire ce que je veux, qu'on aurait la solution. Avec le fameux revenu universel, tout ça. Avec la solution, la solution à tous les problèmes, voilà, c'est le narratif qu'on a envie de vendre et auquel on a envie de croire.
Maintenant, quand tu regardes toutes les évolutions technologiques, elles ont juste transformé certains métiers. Rares sont ceux qui ont disparu. Il y en a qui se sont professionnalisés, il y en a qui ont émergé. Oui, il y en a où il y a eu un écrémage naturel, mais je pense que c'est comment dire, c'est pas parce que c'est l'IA et parce qu'il y a une certaine conscience que les gens veulent donner à cet outil-là que demain, ça va faire en sorte de vraiment changer la perception qu'on a vis-à-vis du travail. Ça va juste créer d'autres opportunités et limiter l'accès aux anciennes. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai voulu le prendre sur le prisme du bon côté, voilà, de voir qu'un patron de l'IA nous dit que finalement ça va pas totalement détruire tous les emplois. Est-ce qu'il faut le croire ou pas, je ne sais pas, mais je préférais garder un sourire là-dessus en se disant que de toute façon on est encore dans le creux de la vague, où on est encore dans le virage, où on ne sait pas trop où tout ça va nous emmener. Mais écoutez, en attendant, vous avez votre taf, profitez-en, c'est cool, et on attendra le revenu universel, comme le dirait One, avec impatience. Comme ça, on ira tous à la pêche et on aura tous le temps de faire des podcasts pendant des heures et des heures. Est-ce que votre fils, il est en train de jouer à GTA V ou est-ce qu'il est en train de se former pour rejoindre les forces de pilotage de drones ukrainiennes ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Call of Duty, c'est devenu un terrain d'entraînement maintenant ? Alors, le truc, tu vas voir, cette news, elle est un peu à double vitesse parce que c'est un peu rigolo. C'est pas un truc complètement récent, mais c'est ce que je disais en intro. Quand j'ai vu cette news et que j'ai commencé à creuser sur ce qui existait déjà avant, je suis tombé dans un espèce de trou du lapin blanc. Alors, le premier truc un peu rigolo, c'est qu'il y a donc effectivement des drones ukrainiens qui sont pilotés à la manette Xbox. Alors, je savais pas. Ça, oui, ça, je savais. Ça remonte un petit peu, mais il y a des drones qui s'appellent les systèmes Merops, qui sont pilotés par les manettes Xbox que toi, moi, n'importe qui une Xbox peut utiliser. Je crois que c'est les 360 même. C'est des 360, je crois que c'est moins cher, et que c'est des drones surtout qui ont quand même une valeur de 15 000 $ unité pour le drone. C'est un peu rigolo de savoir que les manettes, elles sont utilisées, donc piloter les drones, système de détection de cibles via le joystick, ils ont des ordinateurs, donc c'est littéralement comme jouer sur un ordinateur. D'ailleurs, les simulateurs sur lesquels ils s'entraînent, on va en parler parce que c'est encore un autre sujet qui, pour moi, est lunaire, mais vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, en fait, les générations de maintenant, elles grandissent avec les manettes dans les mains. Donc, tu leur donnes des outils qu'elles connaissent, forcément, qui vont davantage comment dire, à adopter le réflexe plus rapidement. On a notamment le témoignage de Oleg Grabovi, je suis désolé si je massacre le nom, qui est littéralement un coordinateur de formation pour les enrôlés de la 27e brigade aéroportée ukrainienne, qui est basée à New York, où en fait, il dit que la dextérité que vous obtenez avec une manette d'Xbox, ça me tue qu'il parle d'Xbox et pas de PS5, mais bon bref, est directement transférable au pilotage des drones. Le meilleur pilote FPV, donc First Person View ou vue à la première personne, que j'ai jamais rencontré, est un gamer invétéré. Donc, et ça m'étonne pas, il y a plein de trucs qui passent par là. Hein. Ouais, mais c'est un peu déshumanisant, tu vois, parce que les mecs, ils ont l'habitude de contrôler des objets dans des jeux vidéo. Tu leur dis demain, vous êtes pilote de drone. Les pilotes de drone, c'est des drones kamikazes qui vont littéralement s'écraser sur de l'infanterie ennemie ou des véhicules pour les faire péter. Tu vois, dans un théâtre militaire, c'est différent de piloter des drones dans GTA V. C'est sûr, mais ça demande autant de dextérité finalement. On est d'accord, c'est parfaitement transférable. Ça, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce que je parlais de GTA V ? Parce que tu as littéralement une école qui s'appelle la Vitrugan Drone School, qui est aussi une école de drone ukrainienne, qui recrute sur le mode de GTA V qui s'appelle 5M, que tout le monde connaît si vous avez fait du GTRP, puisque c'est littéralement la version modifiée de GTA qui permet de faire un peu ce qu'on veut, où les gens ont développé des modes, où tu peux manger, où tu peux avoir du taf, etc. Toi, tu as fait un peu de... Non, tu as déjà connu, tu n'as peut-être pas fait, mais... Du GTRP. Non. Non, jamais. J'ai regardé, par contre, j'ai rencontré des gens qui en faisaient, donc je connais un peu le propos. J'ai déjà vu des vidéos, c'est un peu hypnotique aussi, hein, où tu vois des mecs qui sont keufs et qui vont patrouiller. Et ils partent d'une station à essence et ils vont arrêter des chauffards, ils vont arrêter des trucs dans la rue. Il y en a d'autres qui passent le code moto dessus. Ah putain, ça je te l'ai envoyé, c'est le plateau moto, ça c'est incroyable, cool. Ça je trouve ça lunaire. Mais là du coup on est à l'inverse, c'est-à-dire que là ils utilisent les manettes Radio Master TX16S Mark III, donc tu sais les manettes vraiment que tu as quand tu achètes les drones, les manettes, tu sais les trucs un peu de véhicules radiocontrôlés, les manettes qui sont relativement les grosses manettes avec les antennes dessus et tout. Ouais, sauf qu'ils jouent à GTA avec. Du coup, ils jouent. Bah ouais, parce que les drones, en fait, ce mode-là, il est intégré à. Ah oui, juste ils changent le contrôleur et puis ils expérimentent là-dessus. Et du coup, ils le virtualisent comme étant une manette d'Xbox. Ils ont un mode dessus pour simuler la présence de drones. Et je parlais de GTRP, il y a des mecs qui sont littéralement
L'objectif, c'est qu'ils sont dans une ville comme dans GTA. Il y a des mecs qui sont des vrais joueurs qui sont déguisés en PNJ. Et les mecs avec les drones doivent les trouver et les identifier et tout, comme si ils étaient en situation de théâtre militaire. Ça me fait penser que mon père, quand il avait acheté les DJI Phantom à l'époque, justement, tu avais ces grosses manettes où tu devais visser les antennes dessus. Et pour s'entraîner, parce qu'à l'époque, c'était vraiment les rudiments du drone et c'était plus dédié aux professionnels. Puis c'était hyper relou à mettre en place, pas de capteur sur le drone, bref. Tu t'entraînais du coup sur l'ordinateur et tu reliais la manette, le gros contrôleur à une sorte de jeu vidéo pour t'apprendre justement comment faire. T'en as qui font ça sur Microsoft Flight Simulator avec les OTAS, qui est un acronyme de On-Hand, Trigger and Stick, je crois, qui est en fait littéralement les manettes que tu as, tu sais, avec l'activation de tes réacteurs et tout ça, l'assiette et tout que tu peux contrôler avec le joystick. J'ai dit tout à l'heure, pour les parents qui m'écoutent, c'est pas, attention, c'est une école, c'est pas, j'ai tiré le trait, c'est pas littéralement, ils recrutent les gens et ils les forment sur GTA pour intégrer l'armée. C'est plutôt, on va dire, un outil pédagogique, pédagogique et un truc de formation. Par contre, oui, c'est directement applicable au théâtre militaire où tu utilises des drones. Et le dernier truc, il y a une annonce officielle qui a été faite en 2022, mais qui va dans le sens de ces nouveaux moyens, on va dire, de recruter, qui, pour le coup, vient au sein de l'armée française, où littéralement, ils ont organisé le projet LNX en France. Donc, c'est la ministre des Armées, Florence Parly, qui l'avait fait à l'époque. Ils ont créé une équipe militaire d'e-sport au sein de l'armée française, pour ceux qui avaient loupé l'info, parce qu'elle déclarait que en fait, demain, piloter un char de combat comme le Griffon, ce ne serait pas si différent que de s'orienter sur un jeu vidéo à l'aide d'un joystick. Sur le fond, elle n'a pas tort, vu que il y a des marques dans le divertissement qui dépensent des millions à faire des systèmes qui soient ergonomiques, donc applicables au plus grand nombre. Ce savoir-là qui peut être transféré dans le cas d'utilisation réelle. Pourquoi et surtout, pas, c'est des centaines d'heures qui sont expérimentées à des fins divertissantes, évidemment, dans un premier temps, mais aussi, évidemment, qui peuvent être appliquées dans un certain milieu, comme ils sont en train de l'expérimenter. Je trouve ça assez passionnant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2026 ? L'armée de l'air et de l'espace, elle compte à peu près 1200 joueurs dans sa communauté, avec un nombre autour de 500 gamers qui sont recrutés depuis la fin 2023. Donc c'est quand même un grand succès. Moi, c'est une news que je prends un petit peu avec, tu sais, un petit grain de sel en mode « Ah, c'est là qu'on en est, est-ce que c'est la rupture ? Est-ce que ça y est, c'est la fin de la rupture du monde réel avec… les théâtres militaires, en fin de compte, ceux qui n'ont pas d'argent, ils envoient des mecs, ceux qui ont de l'argent, ils envoient des drones, ou les autres, ils ont l'impression de jouer à un jeu vidéo alors qu'ils font péter des vrais gars à l'autre bout de la frontière. Sachez que on est loin d'être précurseur là-dessus. Il y avait des programmes militaires qui ont été lancés par l'US Air Force, notamment entre les années 80 et 90, avec les simulateurs de vol, où, au lieu de prendre des simulateurs très coûteux, ils utilisaient des gens qui avaient fait de la formation civile. Donc, du coup, c'était plus ou moins le même aspect, plutôt que d'acheter des formés en interne, il les récupérait directement déjà formés dans le domaine du civil. Et entre 1987 et 2007, il y avait également les recrutements qui ont été faits par l'armée sud-coréenne sur StarCraft, qui est littéralement, je pense, le jeu de rôle en temps réel qui a créé cet attrait pour l'e-sport en Corée du Sud, où aujourd'hui l'Air Force sud-coréenne, ils avaient une équipe de StarCraft qui incluait Boxer, son prénom c'est Lim Yo-wan, qui était l'un des joueurs les plus forts de tous les temps sur le jeu, qui avait rejoint du coup l'armée sud-coréenne. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un aspect un peu dystopique de ce truc-là, à savoir que les gens, le divertissement dans lequel ils ont passé leur enfance est utilisé à des fins militaires aujourd'hui. Pourtant, je suis un mec qui fait de la cybersécurité et les mecs qui bidouillaient et qui sont passés dans le domaine militaire, il y en a beaucoup, il y en a même des excellents qui sont passés dans ce truc-là. Je sais pas si vous, c'est un truc demain, si jamais vous vous faites approcher parce que vous êtes excellent à piloter tel type de véhicule ou quoi sur War Thunder ou sur, tu sais, les jeux là, comment ça s'appelle, les trucs F1 Simulator. Ouais, genre, mais tu sais qu'on voit tout le temps dans les sponsors YouTube, là, t'as War Thunder et t'en as un autre, t'as dans les airs, là, je sais plus comment il s'appelle. Oula, ouais. Les trucs de simulateur, machin. Tu te verrais, toi, si jamais ils t'appellent demain, ils te disent tu viens bosser pour nous, t'es grave bon à piloter des avions en. Ah bah, Mathieu qui fait de la VR tout le temps, là. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu le monde dans lequel on a. C'est que je pense qu'on est un peu encore en Europe. Dans un monde où on n'a pas eu trop de guerre, où on est sorti un petit peu de ce qu'ils appellent un peu les 30 glorieuses. Hein, et donc, du coup, là, le monde, il commence à être énervé. Je pense que si après, tu peux être efficace pour aider ton pays, je pense qu'il faut mieux répondre présent.
de toute façon, on commence à comprendre que si on veut pas d'emmerdes, les emmerdes, elles viennent à nous quand même. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir que ça va peut-être rééquilibrer certains pays qui sont plus petits, qui ont moins peut-être de population et tout. Mais si ça devient un monde des robots et tout, que genre, je sais pas, tu vois, un petit pays comme la Corée du Sud, elle peut bolosser un gros pays en face. Parce que là, le Mbappé des drones. Ouais, être menaçant pour éviter d'être menacé. Ouais, c'est ça. Moi, je représenterais mon pays uniquement dans un cockpit de Formule 1 chez Ferrari. Voilà. Ça va être vachement utile en cas de guerre. Merci, Quentin. En tout cas, voilà pour les actus de la semaine. Et si je vous disais que pendant longtemps, les marques se battaient pour vendre le meilleur produit. Aujourd'hui, elles veulent surtout construire l'univers dans lequel vous allez vivre, et plus ces écosystèmes deviennent fluides, pratiques et invisibles, plus ils deviennent difficiles à quitter. On en parle jeudi dans Bubble. Merci les osios. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite. Ciao.